Bonjour à tous. Mesdames, messieurs, professeurs, dirigeants, praticiens et étudiants en gestion de technologie d'affaires au Québec. Je vous rejoins encore une fois pour animer ce panel sur l'impact et les conséquences de la crise sur l'évolution du marché de l'emploi. Ça me fait plaisir de vous souhaiter la bienvenue. Sans tarder, je vais remercier puis souhaiter la bienvenue aux panélistes qui vont me rejoindre tout de suite. Isabelle Pascou, vice-présidente Québec GFT Canada, bienvenue. Josiane Marsan, vice-doyenne à la recherche à l'innovation FSA, Université Laval, bienvenue. Manon Sauvageau, présidente de l'IIBA, Région de Québec, bienvenue. Et Pascal Bedouin, chef d'équipe du Centre d'expertise en analyse et architecture d'affaires chez Beneva. Bienvenue et merci pour votre contribution, implication dans ce panel qui va nous permettre justement de réfléchir, de discuter à propos de l'impact de la crise sur les métiers, sur l'environnement organisationnel dans le domaine de gestion des technologies d'affaires. Donc, il y a 2 ans, on parlait de la transformation numérique au sein des organisations à un rythme donné. Peu de temps après, la crise sanitaire a provoqué et a accéléré de façon vertigineuse le rythme de transformation au sein de diverses organisations dans divers secteurs. Donc aujourd'hui, plusieurs organisations se sont vues face à une obligation de se transformer. Ce n'est plus la recherche de valeur, la recherche d'opportunités. C'est devenu un défi, un challenge de survie pour certaines organisations de se transformer numériquement. Alors aujourd'hui, je voudrais commencer par une première question à vous poser. Vous pouvez répondre dans l'ordre Josiane, Isabelle, Manon et Pascal. Donc, comment vous décrivez le portrait actuel de la transformation numérique et comment les organisations, selon vous, ont pu s'adapter aux changements non anticipés que la pandémie a provoqués? Merci beaucoup, Amal. Moi, je voudrais vous partager un peu une observation puis des études qui ont été faites récemment sur justement là, le passage du télétravail au télétravail, plutôt du travail traditionnel au télétravail forcé en période de pandémie. Donc, ce qu'on a remarqué, on a fait une étude quand même internationale, donc une étude que vous avez peut-être vu passer sur LinkedIn au début de la pandémie, donc au printemps 2020, une étude sur le passage au télétravail. Puis, on a posé des questions. C'était une étude, je vais le mentionner, avec des collègues de Toulouse Business School, Kevin Carillo et Alain Klarsfeld, et 2 collègues de l'Université de Montréal, Gaëlle Cachard-Rosset et Tania Sabat. On a fait cette étude, donc c'est une étude de ressources humaines et systèmes d'information, SIO, GTA. Et on a donc posé des questions aux télétravailleurs à travers le monde sur comment est-ce qu'ils se sont adaptés au télétravail en période de pandémie, puis le support qu'ils obtenaient aussi de leur organisation pour y arriver. Et les résultats sont très encourageants. En fait, on a vu qu'il y a la majorité des télétravailleurs se sont très bien adaptés, bien sûr, avec une période d'apprentissage au tout début. Donc, quelques embûches parfois au début qui, par la suite, se sont dissipées grâce notamment au soutien de l'organisation et surtout à l'environnement technologique qui était mis à la disposition des employés et au support technique qui était offert. Donc, les organisations se sont bien adaptées pour pouvoir soutenir cette transformation rapide. On parle de tech acceleration, l'accélération de la transformation numérique. Donc, c'est vraiment ce qui s'est passé dans les derniers mois, dernières années. Maintenant, on peut parler en termes d'années. Donc, c'est quand même positif, c'est un portrait positif. Par contre, il y a d'autres études qui démontrent que parfois la santé mentale des employés est touchée. Donc, ce ne sont pas toutes les études qui sont aussi positives, mais il y a quand même eu là, un grand effort qui a été fait. Et on parle là, de projets ou de planification qui avaient été faites, par exemple, sur 5 ou 10 ans, au niveau de la transformation numérique qui ont été réussis en quelques semaines, quelques mois. Donc, vraiment une accélération là, de la transformation. Donc, c'est tant mieux parce qu'au Québec, on avait quand même, on n'était pas dans les grands leaders mondiaux de la transformation numérique.
Oui, alors, en fait, je vais compléter la réponse en bas, à la suite de Josiane. Effectivement, toutes les organisations avaient des plans de transformation numérique, mais avec pas de pression tant que ça à le réaliser et à l'accélérer. Donc, je dirais que la pandémie, la crise qu'on a vécue, a forcé les organisations à réaliser, comme disait Josiane, en quelques jours, un virage d'envoyer des milliers de travailleurs en télétravail, quelque chose qui aurait pris des mois ou des années à réaliser, si on n'avait pas eu cette pression, pandémique-là. Et ce que ça nous a permis de constater, c'est que l'ensemble des freins perçus qu'on avait à ce virage-là de la transformation du travail a été, enlevé en quelques semaines. Donc les freins, on parle de productivité. Est-ce que nos gens vont être aussi productifs en télétravail? Je pourrais pas les surveiller, je les verrai pas. Et on a remarqué que dans nos projets, on a gagné entre 10 et 20% d'efficacité de productivité. Donc, c'est l'inverse de ce qu'on pouvait peut-être penser en tant que gestionnaire qu'on a vu réaliser dans nos projets. Ensuite, tout l'encadrement, mais oui, mais mes gestionnaires, comment ils vont faire pour encadrer les gens s'ils les voient pas, s'ils sont pas autour. Puis on a vu que les gens se sont dotés de nouvelles façons de faire ça, donc des touch points plus réguliers. Donc, souvent, on pensait que cette distance virtuelle-là allait diminuer l'encadrement, mais nous, ce qu'on remarque, c'est que ça l'a quand même augmenté et l'encadrement se fait plus en relation d'aide qu'en surveillance. Donc, en plus, ça fait un environnement de travail beaucoup plus intéressant. Puis tous les outils de collaboration, heureusement qu'on avait des choses virtuelles, des teams, que toute l'infrastructure était là. Comme disait Josiane, probablement que des pays plus avancés que nous, exemple aux États-Unis, beaucoup plus avancés dans le télétravail qu'on aurait pu l'être nous, mais tout est à notre disposition, donc le virage s'est fait quand même rapidement. Et puis aussi, on a même vu certaines organisations démarraient pas de nouveaux projets pour un problème de logistique. On n'a plus d'espace, il faut qu'on engage des gens, il faut qu'on les aménage, qu'on les fasse venir chez nous, des déménagements et tout ça. On s'est rendu compte qu'en ayant plus ce problème logistique physique-là, on a même vu apparaître l'accélération du démarrage de projets. Donc, vraiment un rythme accéléré et qu'on a pu observer là, dans les derniers mois. Super, merci Isabelle. Effectivement, on voit que les choses qui ont été perçues comme des contraintes sont finalement révélées comme des plutôt des éléments accélérateurs. Puis on voit une belle adaptation des organisations. Ben, je laisserai la parole à Manon. Ben, cette pandémie aura été une formidable opportunité de briser la barrière physique là, qui empêchait certains projets, oui, d'avancer, certaines collaborations aussi de se réaliser. C'est en fait la nouvelle donne, c'est le virtuel et non plus la réunion en présentiel. Ça permet d'intégrer des collaborateurs en fait de partout. Nous à l'IBA, on a commencé à faire des réunions pour toute la francophonie, tous les chapitres francophones, ce qui aurait été difficile auparavant. Mais maintenant, c'est des rencontres régulières qu'on a et qui permettent de vraiment propulser des projets, comme le disaient Isabelle et Josiane avant moi, d'accélérer et même de rendre réalisables des projets qui ne l'étaient pas. Aussi, en fait, ça améliore en un certain sens la collaboration, puisque on peut avoir des équipes de collaborateurs partout à travers la province qui se joignent en temps réel. Et là, on n'est pas avec les barrières de la vidéoconférence, ce qui était l'historique. En fait, avant COVID, c'était la visioconférence qui était lourde à opérer. Puis maintenant, tout à coup, on est tous maîtres, on est tous très habiles avec les nouvelles technologies de Teams, de Zoom, de Miro, tous ces outils-là, en fait, qui font en sorte qu'on est meilleur à faire ce qu'on a à faire. Bien sûr, il y a l'adaptation, il y a l'humain dans tout ça. Mais on va apprendre. On est déjà meilleur qu'au début.
Et nos qualités de vie, oui, on a travaillé fort pendant cette période-là à s'adapter, mais on est des bêtes résilientes. On apprend avec la nouvelle donne, et les étudiants qui sont l'auditoire aujourd'hui, eux, auront peut-être appris directement avec le virtuel. C'est ce que je souhaite, en fait, parce que le virtuel amène énormément de possibilités. Les outils de collaboration en temps réel que sont Trello, par exemple, où on voit tous la même chose en même temps. Nous, on l'expérimentait parce qu'on est une base d'expérimentation à IBA Région de Québec, mais maintenant, tout le monde peut le faire et ça rend des rencontres beaucoup plus dynamiques, un engagement beaucoup plus grand des ressources. Alors moi, je vois que du positif, en fait. Et le retour en arrière dans le présentiel pour une organisation comme la nôtre sera un pensez-y bien. Vraiment, parce que de pouvoir s'offrir des conférenciers de partout, d'Europe, de Montréal, même avant, c'était hôtel et transport. Maintenant, un clic et ils sont avec nous à partager leur savoir. On est passé à une autre ère. On a été vraiment propulsés et la téléportation existe maintenant. Alors, je te rends l'antenne, Amal. Merci, Manon. Effectivement, l'être humain, c'est sa capacité d'adaptation toujours impressionnante. On dirait qu'on avait des freins psychologiques auparavant au virtuel, mais avec la pression de la pandémie, on s'est vu tous dans le domaine professionnel, académique, étudiants, professionnels, praticiens, en train de se réinventer à travers le virtuel, puis de s'habituer, s'adapter éventuellement plus facilement, plus rapidement que l'on aurait perçu. Donc, je passerai la parole à Pascal. Par rapport à ce point, tu penserais quoi? C'est vrai que les organisations ont vraiment dû se réinventer pour le travail de leurs employés, mais également face à l'externe, donc face à leurs clients. Nous, bénévoles, on est dans le domaine de l'assurance, donc on sait que c'est un peu traditionnel, conservateur comme domaine. Donc, vendre une assurance, c'est un agent d'assurance qui vient chez toi, qui t'explique tout, qui te fait signer des papiers, puis qui va revenir quelques semaines plus tard t'apporter ta fameuse police d'assurance. Du jour au lendemain, c'était fini, ça, avec la pandémie. Et il y avait beaucoup de ces contraintes-là qui étaient des contraintes de conformité. Donc, nous, c'est sûr que dès les premiers jours de la pandémie, et des isolements, toutes les analyses d'affaires ont dû être à pied d'œuvre pour venir implanter des nouvelles technologies, des nouvelles façons de faire. Qu'on parle de signature électronique, qu'on parle de livraison électronique de contrats. Toutes des choses que ça se jasait, mais c'était pour vraiment plus loin. Alors que là, ça a dû être implanté en quelques semaines, quelques mois, afin d'être capable de préserver justement carrément le modèle d'affaires. Donc, ces changements-là de technologie ultra rapides qui ont eu lieu, qui ont impacté non seulement les gens, mais aussi tout le réseau de distribution, ça a été majeur comme transformation durant l'été. Tout à fait, Pascal. Ceci aussi nous ramène à la résilience des organisations. Et puis ça m'amène tout de suite à la deuxième question. Comment jugeriez-vous, en fait, la résilience de vos organisations et leur capacité de passer au travers des crises? Puis quel rôle joueraient les futurs employés en TI, selon vous, pour améliorer cette résilience-là face aux défis futurs? Je pense que nos étudiants, nos futurs employés seraient curieux de comprendre cet aspect-là de la résilience. Je donnerai tout de suite la parole à Manon. Iba, comment on perçoit la résilience des organisations? La résilience, en fait, chez nous, on l'a accompagné. Il y avait ce changement-là qui arrivait et là, on devait devenir de bons communicateurs en ligne. Et nous, on l'a accompagné par de la formation pour devenir de meilleurs communicateurs, modérateurs, présentateurs. Alors, il y avait ça, nous, comme plan, mais on servirait sur un dizaine, en fait, pour dire, il nous manque quoi là, pour livrer des bonnes conférences? Ça semble être assez simple, le B.A.B.A., là, quand on est dans une salle devant quelques dizaines de participants. Et là, tout à coup, on se retrouve dans du virtuel à devoir livrer un bon show. Cachons-le nous pas, parce que là, si on lit des notes, il faut être intéressant. Alors, on s'est fait accompagner, nous, par une experte là, en modération et communication en ligne. C'est comme ça. Donc, nous, c'est important de développer des nouvelles compétences pour être résilient.
pour être à l'aise. Certains membres du CA, au départ, ont dit non, moi, j'embarque pas, je me sens pas à l'aise. Et petit à petit, aujourd'hui, en fait, jusqu'à aujourd'hui, on joue le rôle de modérateur, le rôle d'animateur de rencontres virtuelles. Il y en a une ce soir, d'ailleurs. Et ces nouvelles compétences-là, de s'organiser aussi sans se voir, de développer du réseautage sans être physiquement à serrer des mains. Moi, à titre de présidente, ma plus grande hantise, comment développer des partenariats sans plus voir personne? Et ça se peut, parce que rappelez-vous, les rencontres qu'on avait en personne, des fois, c'était pas winner. Hein? C'était pas toujours wow, là. On avait de la réunionnite, on disait pas toujours, on apprend maintenant à être dans cette résilience-là, sur le thème de la résilience, à être beaucoup plus efficace dans nos communications, transparent, à faire l'engagement, à engager chacun des membres de l'association, en fait, pour que chacun donne de son meilleur, en fait. Mais tout ça, là, c'est un rush d'adrénaline plus que de la pression, je dirais. C'est vraiment parce que quand on arrive à livrer du résultat, là, puis qu'on se rend compte qu'on l'est résilient, il y a vraiment... on est fiers même de notre groupe virtuel, puis bon, on a hâte de se voir, bien sûr, dans des pique-niques, dans des réunions, là, mais ça ne fait pas de moins bonnes rencontres, puis surtout pas moins productives, puis moi, je dirais le contraire, qu'on est plus productif maintenant. Parce que c'était pas simple de se rendre à l'ENAP ou à l'Université Laval pour assister à une rencontre, à une conférence. Et maintenant, on a doublé, presque triplé, même quadruplé notre assistance. Fait que pour nous, ça a été la résilience, ça a été un passage obligatoire pour un résultat extrêmement positif. Super, merci Manon pour ce témoignage. Effectivement, c'est hallucinant à quel point les organisations, puis éventuellement les employés, puis les gestionnaires ont pu s'adapter à cette crise, puis à développer leur résilience de toutes sortes. Ben, je donnerai la parole à Isabelle, peut-être pour partager avec nous de son côté, de son parcours, son point de vue sur la résilience en temps de crise. Oui, en fait, moi, j'abonderai un peu dans ce que Manon a dit aussi. Moi, ce que j'ai trouvé dans nos organisations, c'est qu'on a quand même été dans des domaines choyés. En technologie de l'information, dans les grandes organisations pour lesquelles on travaille, donc à Québec, beaucoup, soit le gouvernement, soit le domaine de l'assurance, le bancaire. C'est toutes des entreprises qui avaient les moyens de faire ce virage-là, qui l'ont pris, et que je pense les employés et les entreprises ont senti à quel point on était dans un domaine privilégié où les affaires n'ont pas arrêté, les emplois ont pas été perdus. Et non seulement ça, mais on a vu une accélération. Chez nous, dans les 18 derniers mois, on a embauché 150 personnes pour lesquelles on n'a jamais eu de contact physique avec eux, des choses qu'on pensait pas être possibles avant, des gens ils ont même émigré, ils sont arrivés en pleine pandémie, ils ont loué des appartements en virtuel, ils sont arrivés ici, ils sont reconnectés, puis ils sont mis à travailler. Donc, non seulement les entreprises, mais les gens ont vraiment été résilients, et je pense que d'être quand même privilégié de pouvoir continuer quand même une vie somme toute normale, avec une qualité de vie qui était maintenue. Et je pense que la sous-question que tu as, Amal, par rapport aux jeunes, comment les futurs employés ou les jeunes, je pense que les jeunes, cette habileté-là du virtuel, de travailler avec les réseaux sociaux, avec tout ça, que dans nos organisations, on n'avait pas des fois complètement fait ce virage-là. Je pense que ces jeunes-là nous apportent ça. Et c'est comme si dans les derniers mois, on les écoute beaucoup plus. Ils ont une place beaucoup plus grande parce qu'ils amènent l'organisation et les équipes à travailler différemment parce qu'ils ont de base ces habiletés-là. Donc, je pense que les jeunes ont un grand pouvoir d'influence dans la transformation des organisations en ce moment. Merci Isabelle. Effectivement, ça vient éventuellement, à quel point les jeunes étaient à l'aise avec les technologies émergentes. Ça vient effectivement dans le même sens que ce que la pandémie a apporté comme challenge. Puis ça permet éventuellement d'améliorer la résilience des organisations. Je prendrai l'avis académique de Josiane là-dessus.
sur la résilience des organisations? Oui, ben en fait, du point de vue académique, ce qu'on dit souvent, c'est que la résilience vient avec l'agilité de l'organisation, donc sa capacité à rapidement changer ses manières de faire pour pouvoir s'adapter puis survivre. Puis, ben évidemment, à l'Université Laval, on a aussi une réalité organisationnelle. Donc, on fait de la recherche scientifique, mais bien sûr, pour faire cette recherche-là, ben il faut rencontrer des gens, il faut collaborer entre chercheurs. On fait aussi de l'enseignement, bien sûr. Donc, à la Faculté des sciences de l'administration, on a, depuis plusieurs années, on est des leaders en technopédagogie. Donc, on a plusieurs cours qui étaient soit complètement en ligne, soit ce qu'on peut rappeler le mode hybride, là, où on a le professeur qui est en classe, des étudiants en classe, mais aussi sur des plateformes comme Adobe Connect, par exemple, des étudiants qui se branchent en direct pour écouter les cours. Puis, il y a un enregistrement ensuite aussi qui est disponible pour les étudiants. Et on a des cours en présentiel, évidemment, qu'il a fallu basculer complètement en ligne, et des cours hybrides qu'il a aussi fallu basculer complètement en ligne. Donc, ça a été tout un chantier, juste à la Faculté des sciences de l'administration. Hein. On a des milliers de cours. Imaginez-vous la grandeur de l'Université Laval. Ça a été tout un chantier. L'équipe de technopédagogie de la Faculté des sciences d'administration a d'ailleurs aidé d'autres facultés qui, elles, avaient absolument pas de cours du tout en ligne. Puis d'ailleurs, c'est le papa d'Isabelle, Daniel Pasco, hein, qui a été le premier à enseigner des cours à distance avec des logiciels libres il y a plusieurs années maintenant. Donc, il a été un des pionniers. Quand la pandémie est arrivée, ben là, on a dit, OK, il faut passer tous les cours en ligne, tous les services aux étudiants, tous les services aux partenaires. Vraiment, on a dû le faire nous aussi. La rectrice a décidé de faire appel à des professeurs de la Faculté des sciences d'administration pour venir faire une formation sur la bienveillance et l'agilité. Parce que pour elle, ça passait par ces deux aspects-là, la résilience de l'Université Laval. Donc, on a bien sûr mentionné que l'agilité, ben c'est dans le domaine des technologies de l'information que ça a commencé avec le développement agile des systèmes, et l'équipe informatique de l'Université Laval a ensuite été appelée aussi parce qu'ils ont fait le virage vers l'agilité, safe et tout ça. Donc, eux aussi sont allés aider dans les facultés là, pour s'assurer que l'agilité était bien comprise et idéalement mise en œuvre aussi. Super, effectivement, c'était remarquable, Faculté des sciences de l'administration, son leadership, puis à l'Université Laval, là, puis son avancée au niveau enseignement à distance, puis ça venait aussi, oui, ajouter justement un point de plus là pour s'adapter à la pandémie. J'irai tout de suite à Pascal. Pour savoir son point de vue là-dessus, la résilience, puis le rôle des futurs employés en TI, ce serait quoi? Donc, c'est ça que la résilience en entreprise s'adresse par plusieurs volets, dont le volet humain qui a été discuté déjà, mais aussi le volet de technologie et le volet d'organisation du travail. Donc, quels sont les choix qui ont été faits dans le passé pour être capable d'avoir une bonne résilience en entreprise? Parce qu'on ne se le cachera pas, au début de la pandémie, effectivement, les plans de transformation numérique ont été mis de côté pour faire place au plan de continuité des affaires. Parce qu'on ne savait pas du jour au lendemain comment est-ce qu'on allait pouvoir continuer à opérer. Donc, c'est vraiment par ce volet-là qu'on est capable là, de développer la résilience en entreprise. Et au niveau des futures analyses d'affaires, je sais que c'est beaucoup vous mettre sur les épaules, mais ce qu'on va vous demander, c'est d'être capable de prédire un petit peu c'est quoi le prochain shakedown qu'on va devoir vivre pour être capable d'avoir pris en amont les bonnes décisions pour être capable d'avoir cette résilience-là. Donc, évidemment, ça ne se fait pas du jour au lendemain ou en claquant des doigts. Ça se fait sur des longues périodes de temps, mais c'est un petit peu ce qui sera attendu de vous. Super, merci Pascal. Éventuellement, on avait parlé justement des compétences, de l'importance puis du rôle des futurs employés. Ben, j'enchaînerai avec la question que je pense les futurs employés puis les étudiants qui sont là invités et qui sont présents en grand nombre à cet événement, voudraient comprendre ou savoir un peu plus sur comment ils
il pourrait ou il devrait se préparer pour s'assurer d'acquérir des compétences d'adaptabilité nécessaires au nouveau rythme de la transformation numérique qui, je pense, va aussi s'accélérer de plus en plus parce qu'on s'entend bien que la pandémie est venue ouvrir la porte là pour cette transformation-là qui s'était accélérée, mais on s'attend que ça va aller dans le même rythme, ça va pas finir le jour où on dirait que la pandémie était derrière nous. Donc, selon vous, comment les futurs étudiants, votre perception en tant que gestionnaire, en tant que leader dans les dans les organisations, que ce soit académiques ou professionnelles, donc comment ils devraient se préparer, puis en contrepartie, quel rôle joue l'organisation aussi, parce que les étudiants voudraient savoir aussi comment l'organisation va les préparer pour l'intégration au niveau des équipes de technologie de l'information dans les organisations. Donc, je vais donner la parole directement à Isabelle qui nous pourrait partager avec nous son point de vue. Oui. En fait, vous avez parlé un petit peu, juste la conférence avant, là, avec la jeune Elsa, là, Louis-André a posé une question là-dessus sur la formation académique versus des certifications professionnelles et autres. Fait que je pense que ce qui est important, vous avez la formation adéquate en termes de compétences techniques. Je pense que ce qui va faire la différence pour les employeurs dans le futur, c'est les soft skills, les compétences du savoir-être. Manon, tu t'en as parlé un petit peu tout à l'heure, donc tout ce qui est par rapport à l'habileté de leadership, de communication, de convaincre. Tu l'as dit aussi, Pascal, on ne sait pas trop le futur de quoi il va avoir l'air. Donc, la capacité d'être à l'aise dans un environnement flou où tout n'est pas défini, mais d'être capable de livrer quand même des résultats. On a une idée de la cible, puis on y va étape par étape. Donc, je rejoins aussi la réalisation par agilité. Donc, c'est toutes ces compétences-là d'adaptabilité, de sociabilité dans le sens travail d'équipe, l'agilité, que les organisations vont mettre beaucoup de l'avant. Après ça, les compétences plus techniques du domaine ou autre, il y a de plus en plus d'organisations qui disent, moi, si j'ai quelqu'un qui a une bonne formation, qui lui a permis d'être capable d'apprendre, que le savoir-être, les soft skills ont été développés, probablement, je lancerai une balle à Josiane tout à l'heure, je pense qu'à un moment donné, il va falloir peut-être que dans les formations académiques, on les inclut peut-être un peu plus, ces soft skills-là. Donc, si ça est là, après ça, l'organisation va mettre en place des cursus de formation spécialisés par rapport à leur domaine d'affaires, de plus en plus de mentorat, donc des jeunes qui vont être couplés avec des plus seniors pour être capables de développer. Donc, on est beaucoup plus sur la reconnaissance des compétences que sur la reconnaissance de l'expérience. Parce qu'en plus, en ce moment, on a une pénurie de main-d'œuvre dans notre domaine, donc on n'a pas le choix. Les organisations doivent s'adapter, faire de la place aux jeunes, de voir que quand il y a les compétences, les habiletés qui sont présentes, d'être capable de les mettre en accéléré sur des postes à responsabilité parce qu'ils sont capables. Moi, j'ai toujours dit que les jeunes, c'est fantastique, donnez-moi-les toutes, je vais les prendre dans mes projets. Quand ils ont de la volonté, quand le terreau est fertile, il faut absolument les faire développer. Et je pense qu'il y a aussi quand, je m'adresse aux jeunes étudiants, quand vous sentez que vous êtes prêts, que le pas est là, c'est à vous aussi d'exprimer votre ambition, de dire que vous êtes prêts. Quand vous voyez quelqu'un qui vous inspire, de l'interpeller. Est-ce que tu peux être mon mentor parce que je veux aller là, puis tu m'inspires, puis tu pourrais m'aider. Donc, dès qu'on voit ces soft skills qui sont présents, la volonté de la personne avec le leadership qui va avec, je pense que là, vous allez assurément vous démarquer et que les organisations ont besoin de vous. Super, merci Isabelle pour cette réponse très pertinente. Effectivement, ce genre de débat aussi est important entre l'académie et la pratique parce que ça nous permet éventuellement de se comprendre de quoi on a besoin de développer aussi dans nos cours, dans les formations qu'on offre, et puis sur quoi aussi mettre l'emphase sur, comme tu viens de dire, là, les soft skills, puis les habiletés interpersonnelles qui sont très importantes à côté des habiletés et les skills techniques. Je lancerai peut-être la même question pour voir le point de vue de Pascal là-dessus, selon ton expérience. Oui. Que dire après le beau
la belle tranche à Isabelle. C'était super intéressant, très on point également. Moi, je vais plus aborder, par contre, la partie où on dit quel rôle joue l'organisation dans l'intégration de nouvelles ressources. Parce qu'intégrer une nouvelle ressource, c'est déjà quelque chose qui est très compliqué. Et depuis la pandémie, ça s'est juste multiplié, la complexité. Du fait qu'on n'a plus toute cette ambiance-là d'équipe proche. On n'a plus toute la facilité de juste dire à quelqu'un, OK, viens, on va te présenter à gauche, à droite. On n'a plus toute la communication passive, un peu d'être assis dans le bureau puis d'entendre ce qui se passe autour, parce qu'on acquiert beaucoup de connaissances de cette façon-là. Tout doit se faire par des rencontres, tout doit se faire par des meetings en virtuel, tout doit se faire par des séances formelles. Donc, les défis d'intégration des nouvelles ressources dans les prochaines années vont être majeurs, puis ils vont être très importants à adresser. Puis ils vont demeurer, même s'il y a un retrait de la pandémie. On sait que dans plusieurs compagnies, dont chez Beneva, le mode de télétravail va rester. En fait, c'est ce qu'on dit à nos gens, c'est aller travailler où est-ce que vous vous sentez le plus productif, tout simplement. Donc, à partir du moment qu'on prend cette optique-là, on peut embaucher de partout au Canada. C'est quand même relativement facile. Ce qui fait que je ne serai pas venu à quelqu'un de Vancouver à Québec pour lui faire présenter son équipe. Donc, on devra rester toujours en télétravail puis à intégrer comme ça. Donc, en échange, on essaie de développer des nouveaux trucs, justement, soit des rencontres plus informelles, soit des cafés-rencontres encore, mais qu'on fait en télétravail. C'est ça, c'est toujours super important d'assigner des parrains, des marraines d'accueil où la personne peut toujours se référer, parce qu'il n'y a rien de pire que d'être tout seul dans ton sous-sol, à ton bureau, avoir des questions, puis pas savoir à qui les poser. Là. Avant, c'était facile. À la limite, tu posais la question à l'univers, puis il y a quelqu'un autour qui te répondait. Là, ça ne revient pas si vite. Donc, c'est vraiment des choses qu'il va falloir qu'on adresse. C'est pas fini. On n'a pas toutes les réponses encore. Je m'excuse d'avance à toutes les personnes qui vont se joindre des compagnies qui sont dans ce mode-là. Ça ne sera pas parfait. Mais n'hésitez pas à le dire. Mentionnez c'est quoi vos besoins, qu'est-ce qui manque. Puis nous aussi, on est en mode amélioration continue. Et on y travaille. Merci Pascal. Effectivement, on est en mode, on apprend de plus en plus chaque jour, puis on essaye de développer aussi dans le même sens les recherches aussi. Josiane pourrait aussi nous en parler un peu plus dans ce sens-là. Les défis des organisations pour réintégrer les futurs employés dans cet environnement qui est complètement devenu différent d'auparavant, le virtuel, tout ça. Donc, je pense qu'il y aura aussi de belles recherches qui vont s'en venir là, pour parler des expériences puis partager les bonnes pratiques. Josiane, de ton côté, l'intégration puis des futurs employés en TI au sein des organisations, tu le vois comment? En fait, avant même la pandémie, on parlait de transformation numérique et il y avait plusieurs organisations qui se posaient la question, notamment des organisations qui offrent des formations pour les gens qui sont en emploi. Il y a Technologia qui était venu nous voir au Centre de recherche en TI Affaires que j'ai fondé en 2019 pour justement nous demander, là, on a certaines formations qu'on donne, mais on voudrait avoir des formations qui sont vraiment orientées pour les gens techniques qui vont aider à la transformation numérique. Donc, on a fait une revue de littérature. On est allé voir dans la littérature scientifique les compétences qui étaient mentionnées comme étant importantes. Et il y a aussi la chaire du professeur Steve Jacob à la Faculté des sciences sociales, la chaire de l'ATN, qui a fait une revue de littérature sur la même thématique, mais pour l'ensemble des employés de la fonction publique. Et pour les employés techniques ou les analystes d'affaires, ce qui est ressorti, comme Isabelle le disait, c'est les soft skills. Donc, la capacité de collaborer, la capacité d'apprendre, de continuer toujours à apprendre. Donc, oui, à l'université, on enseigne du contenu, une matière, donc l'agilité, le développement de systèmes, ces choses-là. Mais on apprend aussi à travers les travaux d'équipe aux étudiants à travailler ensemble. Parfois, ils n'aiment pas travailler en équipe, à distance, parce qu'ils trouvent ça compliqué, mais c'est ça la réalité dans les organisations. Donc, non seulement par le contenu enseigné, mais aussi la manière de l'enseigner, puis les travaux qui sont demandés,
on vise à les former justement là, à travailler en équipe. Par contre, nos équipes dans les cours, ils sont pas très multidisciplinaires. Hein, c'est tous des gens en SEO habituellement qui travaillent ensemble. Alors que dans les organisations, ce qui a été démontré dans ces revues de littérature-là, c'est que maintenant, c'est des équipes multidisciplinaires. Donc, il faut que les gens en TI soient capables de parler avec les gens qui ne sont pas en TI, les gens d'affaires, que ce soit finance, ressources humaines, la haute direction. Donc, c'est important que lors de votre passage à l'université ou dans les formations que vous faites, là, peu importe où, que vous soyez conscient là, que bon, j'ai perdu mon idée. Oui, c'est ça, que vous allez devoir comprendre l'ensemble de l'organisation. Donc, les cours de base qu'on donne, là, les cours au bac, là, où tout le monde, peu importe ensuite si on choisit TI ou autre chose, ou GTA ou finance, marketing, ben ils sont importants, ces cours-là. Même si vous êtes en TI, vous dites, ben pourquoi est-ce qu'il faut que je suive des cours de comptabilité? Pourquoi est-ce qu'il faut que je suive des cours de ressources humaines? Ben, parce qu'il faut que vous compreniez la réalité de ces gens-là pour être capable de parler puis de collaborer avec eux. Puis, on sait, hein, en TI, on est partout dans l'entreprise. Tout le monde utilise des technologies de l'information dans n'importe quel département, unité. Donc, il faut que vous soyez capable de les comprendre en tant qu'utilisateur parce que vous trouvez des technologies qui peuvent les aider, mais aussi d'être capable de collaborer avec eux sur toutes sortes de projets pour avoir une vue technologique sur des solutions possibles à des problèmes qui sont rencontrés. Donc, apprendre à collaborer, c'est clé. Super, merci Josiane. Puis il y a une notion très importante, la multidisciplinarité et les TI sont vraiment des choses deux notions qui vont dans le même sens et de plus en plus. Aujourd'hui, on va avoir les TI dans tous les domaines. Puis éventuellement, c'est un avantage d'acquérir les connaissances dans les domaines connexes pour aussi favoriser l'implication dans certains milieux peut-être spécifiques qui ont besoin en technologie de l'information. Alors, je passerai la parole à Manon, le point de vue de l'IBA sur les compétences puis le rôle de l'organisation pour l'intégration de ses futurs employés. Ben, en fait, une des compétences, c'est la communication. C'est clair, il y a des moyens maintenant que auparavant étaient considérés presque artistiques. Je pense au sketchnoting, aux cartes heuristiques, où là, c'est des outils facilitants pour communiquer justement dans des équipes multidisciplinaires, se faire comprendre. L'image qui vaut 1000 mots, là, ben, on n'est plus dans les longs rapports pour faire état de nos requêtes, des besoins ou de l'avancement de projet. On est vraiment dans du graphique. On doit maîtriser beaucoup les outils de communication. PowerPoint, par exemple, qui devient un outil de communication extrêmement fort, mais il faut apprendre à faire des belles images, des beaux graphiques. Puis souvent, très, très simple. Quand c'est facile à illustrer, c'est facile à communiquer. Donc, d'utiliser, moi, si j'aurais une recommandation, explorer du côté de la pensée visuelle avec ces outils-là. C'est vraiment intéressant. Puis si vous avez un petit côté créatif, là, ça vient, oui, même en TI, on peut être créatif, c'est merveilleux. D'autre part, moi, je dis, on doit, vous, les étudiants, vous devez vous connaître. Vous devez connaître vos pics de performance. Vous devez connaître vos contraintes parce que vous devez vous protéger en tant qu'employé et communiquer à votre employeur, à votre futur employeur, vos exigences et aussi là où vous avez besoin de repos, là où vous n'êtes pas bon le matin, vous, par exemple. Vous avez besoin d'un café, de yoga, méditation, vous réveillez, peut-être à 10h30, vous allez être on. Ben, sachez-le, parce que comme ça, vous allez être plus engagé. Puis ça m'amène à, oui, se connaître, c'est pouvoir s'engager. Et du côté de l'employeur, ben, c'est d'apprendre à être engageant dans le virtuel même, de donner des instructions claires, des attentes claires. Qu'est-ce qu'on attend de l'employé, du nouvel arrivant? Et tout le processus de onboarding, l'engagement, ça commence dès le premier contact de l'organisation avec le nouvel employé. Et tout le onboarding, de bien se connaître un comme employé, de bien
savoir qu'est-ce qu'on attend de l'employé comme employeur, ben ça fait des belles relations qui durent et qui évoluent dans le temps où on laisse belle place à l'avancement, à la formation continue. Super important, donc, de bien se connaître et puis d'avoir un processus d'onboarding aussi. À IBA, on a une nouvelle vice-présidence qui s'appelle la vice-présidence expérience, avec une collaboratrice qui est coach dans sa vie professionnelle. Et elle va faire les entrevues, savoir. Puis nous, on est des bénévoles. Hein, c'est les bénévoles, en fait, qui sont rencontrés. Parce que même là, quand on s'engage comme bénévole, on veut que ça soit le fun. On veut que ça fasse la différence. Puis on veut fitter dans l'organisation. Alors, Ginette, c'est notre VP Expérience, va faire les entrevues, va vérifier les intérêts, va vérifier s'il y a un besoin dans l'organisation, puis va mettre le nouveau membre bénévole en contact avec le responsable. Puis comme ça, tout ce processus très, très simple de onboarding fait toute la différence. Puis je crois que toutes les entreprises ont tout intérêt à revoir leur processus d'onboarding. C'est vraiment comment on engage nos ressources, comment on les accueille, comment on fait en sorte que leur bien-être, il est entendu, il est pris en compte, respecté et qu'on honore aussi ce bien-être-là. C'est vraiment important. Donc, connaissez-vous bien. Moi, c'est le message de savoir, là, vous êtes qui, vous offrez quoi, puis en tant qu'employeur, qu'est-ce que vous avez à offrir? Puis surtout dans ce contexte-ci de pénurie de main-d'œuvre puis on est dans un domaine extraordinaire en ce moment, nous, dans les TI, parce que il y en a de la job. C'est vraiment. Alors, on doit être attrayant en tant qu'organisation, en tant qu'employeur. Puis, à vous, donc, étudiants, là, de magasiner, mais selon vos compétences. Puis, il y a de la place pour tous les profils, comme je disais, créatifs, mathématiques. On est un monde en soi, les technologies de l'information. Tout à fait. Merci beaucoup, Manon, pour ces recommandations. Puis merci à toutes, à tous, à toutes et à notre cher Pascal Bedouin qui est avec nous aujourd'hui. Le seul, comme le dit lui, André, là, on a quand même, ça faisait plaisir d'avoir une majorité de femmes dans un débat en technologie de l'information, ce qui était apparemment pas très fréquent dans le passé. On voit de plus en plus aussi des femmes intéressées aux technologies de l'information, puis qui occupent des postes en technologie de l'information. Puis Elsa, tout à l'heure, dans son intervention, avait parlé de cet aspect-là. Donc, de plus en plus, les TI ne sont plus des métiers qui sont dédiés aux hommes. C'est peut-être beaucoup plus aussi de femmes aujourd'hui. Puis je vois aussi dans mes cours beaucoup de femmes qui s'intéressent aux technologies de l'information. Très important sous toutes ces informations-là, les compétences, les soft skills, ça revient beaucoup. Être curieux, avoir la confiance en soi, comprendre ce qu'on veut aussi très tôt, ça va permettre de faciliter l'intégration dans ces organisations. Puis, quelle que soit la circonstance, là, en pandémie ou non, mais on sait bien que la pandémie est venue changer des choses, peut-être des façons de faire, mais dans la base, les techniques, les capacités, les compétences demandées vont peut-être être les mêmes qui étaient auparavant. Il y a des choses qui s'ajoutent. Aux compétences qu'on avait, compétences plus d'adaptabilité, contribuer à la résilience. On voit aussi, selon les études, qu'il y a beaucoup plus de productivité. Donc, aujourd'hui, la productivité est vraiment au rendez-vous avec ces nouveaux modes de travail. Donc, c'est des éléments qui vont certainement encourager les futurs employés puis les étudiants en technologie de l'information à aller chercher leur place dans les métiers en technologie de l'information. J'aimerais une dernière question que je lancerai comme ça, donc rapidement. 3 compétences clés que vous développez ou recherchez chez les jeunes employés. On en a parlé de beaucoup éventuellement, mais ici, on est dans les clés, les 3 qui vont venir au premier rang. Je commencerai par Pascal. Oui. Parfait.
C'est sûr que quand on fait de l'embauche, il y a beaucoup, beaucoup de choses qu'on veut regarder pour être sûr qu'on a une belle adéquation entre la personne et le poste et les défis. Heureusement, nous, on est chanceux parce qu'on peut se faire aider. On se fait aider en premier lieu par le milieu académique qui offre des formations, qui offre des diplômes, que ce soit des certificats bac maîtrise, ou est-ce que déjà on va avoir une certaine compréhension des skill sets de l'employé. On est aussi très chanceux avec l'IBA, où est-ce qu'eux vont offrir des certifications, où est-ce que là, on va s'assurer que la personne maîtrise quand même bien les processus, les techniques, les pratiques de l'analyse d'affaires. Donc, quand on arrive en entrevue en entreprise, nous, ce qu'on regarde beaucoup plus, comme Isabelle l'a mentionné, c'est avec les soft skills. Beaucoup de tolérance à l'ambiguïté. Quand on développe des nouveaux systèmes, quand on est dans des environnements qui sont changeants, il faut qu'on soit capable d'y aller avec l'environnement. Donc, on n'a pas d'intérêt à avoir une certaine rigidité, ni dans ce qu'on pense être correct, ni dans nos façons de faire non plus. On adapte nos façons de faire, on est toujours en mode agile également. Ensuite, ce qu'on a besoin de beaucoup, c'est des gens qui ont du jugement. Donc, ce qu'on vient chercher, ultimement, là, c'est des avis de professionnels. Donc, oui, on veut que vous preniez le temps de faire vos études, prenez le temps de faire vos dossiers d'affaires, mais ensuite, on veut une recommandation, puis on veut savoir pourquoi est-ce que vous recommandez ça. Et finalement, on est beaucoup dans le savoir-être également. Les analyses d'affaires, les plus jeunes qui vont arriver début vingtaine. Nos experts de sujet sont à départ à la retraite, là, du 50, 55, 60 ans. Donc, il faut qu'on soit capable d'interagir avec ces personnes-là pour être capable de tout prendre leur connaissance d'experts du sujet pour être capable d'amener ça dans nos projets TI. Donc, on n'interagit pas justement avec des collègues d'une vingtaine d'années qu'avec des gens qui sont en pré-retraite. Donc, bien naviguer l'organisation, que ce soit avec des préposés, des techniciens, d'autres professionnels, des gestionnaires, la haute gestion aussi. Les dossiers d'affaires, là, ça peut monter très haut là, dans une entreprise justement en transformation comme Beneva, où est-ce qu'on fusionne déjà deux entreprises de bonne taille. On se pose des grosses questions, je vous dirais. Là. Donc, il y en a que ça va remonter très haut. Puis l'analyse d'affaires, il faut qu'il ait présenté son dossier. Il faut qu'il soit capable de naviguer avec tous ces profils-là, d'interagir avec tous ces gens-là. Donc, tolérance en l'ambiguïté, jugement, savoir-être. Moi, je suis choyé. Super, très pertinent. Merci, Pascal. Je prendrai l'avis de Josiane par rapport à ces 3 compétences clés. Oui, j'en ai déjà nommé 2. On a dit la capacité à toujours continuer à apprendre parce que ça évolue tellement vite, le monde des TI et le monde des affaires, qu'il faut être toujours prêt et aimer apprendre. On avait aussi la capacité de collaborer dans des équipes multidisciplinaires. Puis ce qui est ressorti aussi des revues de littérature qu'on a fait, c'est les connaissances en sécurité et aussi les comportements. Donc, c'est bien beau de connaître la sécurité informatique, la sécurité des réseaux et tout ça, mais aussi soi-même d'être exemplaire en termes de comportement là, qui favorise ou assure la sécurité des données, des systèmes et ainsi de suite. Donc, c'est vraiment une je dirais là, la 3e là, qui est importante d'avoir. Donc, surtout des connaissances et des comportements. Super, merci beaucoup, Josiane. Isabelle, à ton tour, ce serait quoi tes compétences recommandées? Oui, mais vous avez compris que ça va tourner autour des soft skills. Ouais. Au-delà de la formation académique, on regarde beaucoup, nous, on va recruter les analystes d'affaires, soit qui ont une formation académique ou une certification, ou des gens qui connaissent très bien un domaine. Donc, très bien le domaine de l'assurance parce que c'est des anciens agents, ou très bien le domaine de la comptabilité parce qu'ils ont travaillé là-dedans, ou le domaine financier. Donc, vraiment, les gens, soit qui ont une connaissance ou de l'expertise d'un domaine. Mais je dirais que moi, les 3 soft skills dans le monde des soft skills, lesquels je retiendrai, la première, c'est le leadership et l'autonomie. Donc, les gens qui sont capables d'être autonomes, d'avoir du leadership pour mener leur dossier, qu'on n'a pas besoin de les pousser, qui vraiment, on voit qu'ils prennent en charge ce qu'on leur donne et qui le mènent jusqu'à un résultat. Donc, cette capacité-là d'autonomie et de leadership. La deuxième, je fais du pouce sur Pascal. Moi, j'ai appelé ça la capacité de convaincre. Les analystes d'affaires, on leur fait confiance, ils font leurs analyses, ils ont les bonnes méthodes, la bonne approche, le travail est bien fait. Comment maintenant le présenter?
à l'ensemble de mes parties prenantes pour être capable de les convaincre, de comprendre qui est ma partie prenante. Est-ce que je dois lui donner que ma recommandation? Est-ce qu'il faut que je lui donne l'ensemble de mon analyse parce que c'est comme ça que je vais le convaincre? Donc, vraiment d'être capable d'avoir cette lecture-là des parties prenantes pour être capable de convaincre puis de faire en sorte que mon dossier avance et que je livre les résultats attendus par l'organisation. Puis le troisième, c'est la gestion de la complexité. Je sais pas si je pense que c'est Josiane qui a parlé de ça aussi, d'être capable de naviguer dans le flou, ou Pascal aussi. Donc, c'est pas parce que j'ai une situation complexe que c'est complexe la tâche que je dois faire, mais c'est la multitude des parties prenantes, les équipes multidisciplinaires. Donc, d'être capable là, de prendre d'un pas de côté, de voir la situation dans son ensemble, puis de dire, OK, je vais attaquer ce morceau-là, puis après ça, le prochain, puis pas de me noyer dans cette complexité-là. Donc, ça aussi, c'est quelque chose qui va être fortement recherché. Super, merci Isabelle. Manon? En fait, j'irais pour garder votre esprit de 2 ans. Quand vous aviez 2 ans, vous posiez beaucoup de questions. Pourquoi? Quand on est en TI, en analyse d'affaires surtout, il faut poser des questions. Ça peut être votre plus grand défaut, ça va être votre plus grande qualité. Quelqu'un qui aime poser des questions. Et c'est quoi quelqu'un qui aime poser des questions? Je pense que c'est le profil un peu limier, fin limier. Si vous hésitiez dans votre carrière entre devenir policier, inspecteur, enquêteur ou analyste d'affaires, analyste, là, il y a un grand... Il y a ça aussi, là. On aime poser des questions, trouver des réponses. C'est être curieux et puis avoir un esprit là, d'investigation, là. C'est ça notre boulot. Puis c'est ça qui fait qu'on fait des journées extraordinaires à découvrir des choses, à poser les mêmes questions. Comme le disait Elsa dans un témoignage, on pose les mêmes questions plusieurs fois, à plusieurs... Puis il y a Jessica aussi qui l'a répété. On pose les questions plusieurs fois aux mêmes personnes et aux autres aussi. Fait que faut aimer ça, avoir cet esprit inquisiteur-là. Faut aimer jouer ce rôle-là. J'ajouterais peut-être un esprit d'aventure. Parce que quand on est parachuté surtout quand on travaille en firme, on est parachuté dans des nouveaux mandats. Et là, il faut avoir la vue globale. Alors, on est des parachutistes. Il faut aimer un peu. Il ne faut pas avoir le vertige d'embarquer dans du flou ou d'atterrir on ne sait où. Mais c'est ce qui fait que notre métier est extraordinaire parce qu'on est toujours à la recherche de la meilleure des solutions. Fait que garder cet esprit d'aventure de 2 ans, je pense que ça, moi, là, ça s'ajoute à tout ce que tout le monde a dit qui fait tellement de sens. Puis d'être heureux de faire le métier qu'on fait aussi. Je pense que si on a cette joie-là de le faire, parce qu'on change, puis je sais pas, c'est Elsa encore qui le disait, on change on change la vie, un projet à la fois dans nos métiers. Fait que d'être conscient de ça, puis d'aimer travailler dans des équipes multidisciplinaires. Vraiment, puis d'y trouver vraiment toute la richesse et de rester humble. Humble que nous, on est des communicateurs, facilitateurs, vulgarisateurs. C'est ça, notre rôle. Fait que si vous répondez à tout ça, là, vous êtes vraiment à bonne place. Super, merci beaucoup Manon, merci à vous tous pour ces précieuses interventions. J'ai une question ici en lien avec la bienveillance. On avait parlé de la bienveillance envers les employés. Puis le sujet de la santé mentale et psychologique était très abordé dans les dernières semaines, derniers mois, en lien avec tout ce que les conséquences aussi psychologiques que la pandémie a apporté sur toutes les personnes. Puis ici la question, comment les organisations ont pu accommoder les employés? Est-ce qu'il y a des bonnes pratiques qui ont été partagées? Puis je pose la question aussi pour la recherche ainsi que pour la pratique. Donc est-ce que il y a des bonnes pratiques particulières qui ont été adoptées pour répondre, accommoder les employés, faire attention, être bienveillants envers leur santé mentale et psychologique? Je lance la question. Je peux peut-être me lancer. Oui, il y a beaucoup de choses qui ont été faites. Entre autres, chez nous, on sondait les gens
toutes les semaines, ensuite toutes les 2 semaines, comment qu'ils se sentent, le moral, l'anxiété, le travail, la vie personnelle, est-ce qu'on pouvait faire quelque chose pour les aider? Donc, je pense qu'il y a eu une grande conscientisation de l'employeur parce que d'être en télétravail, il y a quand même une pression. On se connecte tôt le matin, des fois, ça s'emboîte sur l'heure du midi, ça finit tard. On a vu les heures de travail augmenter. Donc, il y a même eu des interventions pour dire non, mais va prendre une marche l'heure du midi, déconnecte. Les réunions, on les book pas à toutes les minutes, on se laisse 5 minutes entre chaque. Donc, il y a eu vraiment beaucoup de sensibilité de la part des employeurs, puis des actions auprès des employés pour baisser ça, cette anxiété-là ou cette pression-là qu'ils pouvaient peut-être subir. Puis nous, on a mis en place plein de choses là, pour des cadeaux à la maison, des activités virtuelles. Je pense que la majorité des employeurs ont été très conscients de la situation et de la santé mentale, la fragilité que la situation pouvait provoquer. Donc, moi, c'est un peu l'expérience qu'on a vécue dans notre organisation. Effectivement. Et nous aussi, on a remarqué ça beaucoup. Hein. Comme Josiane l'a mentionné, oui, une augmentation de productivité, mais il y a quand même une augmentation des heures travaillées. Donc, on s'est ramassé dans un rôle de gestionnaire à dire à nos gens, vous slackez donc un peu, s'il vous plaît. On sait que c'est facile de commencer vos mails en prenant votre café le matin, mais ce n'est pas toujours la bonne chose à faire. Respectez vos heures. C'est 35 heures semaine. Si vous n'êtes pas capable d'arriver dans 35 heures semaine, appelez-moi, puis on va regarder qu'est-ce qui se passe. C'est comme si les gens se donnaient une obligation d'en faire plus ou de le démontrer en se disant « Ah, je suis en télétravail, il faut que mon travail soit visible ou quelque chose. » Donc, ils se sont mis à faire des pieds et des mains, là, surtout. Fait droit à la déconnexion, il fallait l'appliquer aussi. C'est essayer de vous déconnecter. Ça passait aussi, par contre, en temps de pandémie, par ce que j'ai appelé l'ultra-flexibilité. Souvent, on avait des écoles fermées, on avait des enfants à la maison. C'est dire, écoute, si de 2 à 3, ça ne marchait pas pour toi, ça ne marchait pas pour toi, puis c'est pas grave. Puis oui, tu as quand même des obligations au projet, mais fais ce que tu peux, fais-le quand tu peux, puis à la limite quand tu veux. C'est sûr que bon, dans nos domaines de développement TI, des analyses d'affaires, on est quand même plus flexible. On n'est pas en service à la clientèle direct. Donc, on pouvait se permettre, la personne, ça ne pouvait pas travailler l'après-midi parce que justement, elle s'occupait de ses enfants, mais une fois les enfants couchés, là, elle était comme tranquille, puis elle pouvait faire une petite heure de travail. Fine, fais-le si c'est ce que tu veux faire, mais assure-toi que c'est correct pour toi. Là. Super, merci Pascal. Ben, je comprends aussi que les conditions étaient peut-être favorables pour permettre à certaines personnes d'être accommodées par le fait qu'on peut travailler peut-être dans des moments différents des moments traditionnels auparavant. Mais je comprends bien aussi que même les employeurs étaient très flexibles aussi par rapport à ça pour rassurer l'accommodement. Éventuellement, moi-même, j'avais 2 enfants à la maison, puis du jour au lendemain, il fallait gérer autrement, il fallait changer les heures de travail, switcher pour des nouvelles façons de faire là pour pouvoir justement assurer entre les différents volets. Puis c'est ça, ben on réussit avec les efforts éventuellement, puis avec aussi la coopération aussi employeur-employé, ben on réussit à passer au travers des effets éventuellement psychologiques, mentales qui pourraient être générés par des crises pareilles. Je ne sais pas si Josiane, Manon aurait... Oui, Manon? Oui. En fait, je crois que les employeurs aujourd'hui, les organisations n'ont pas toutes les réponses. Et la voix des employés n'a jamais été aussi importante que maintenant. Et si si vous connaissez bien, vous êtes en mesure de bien communiquer à l'organisation vos besoins. Alors, si vous avez des idées, faites-les connaître, faites-les savoir. Vous souhaitez être à 4 jours semaine, vous souhaitez pouvoir décaler vos heures, dites-le. Vous souhaitez même travailler le samedi parce que ça donne pour vous, mais pas le mercredi parce que X raison. Vous voulez un accommodement, faites-les savoir. La voix n'a jamais été aussi écoutée et les organisations sont prêtes à entendre des nouvelles idées. Surtout, c'est un moment exceptionnel, alors saisissons-le.
Alors moi, surtout, nous, on est de la vieille garde, on a connu l'avant, puis on est encore attaché à des anciens modèles, mais les étudiants qui ont une nouvelle approche de la techno, de nouvelles façons de voir les choses, ça vous appartient. Vous êtes la nouvelle société du travail, alors faites-vous entendre. Moi, c'est mon gros message. Je veux entendre. Super. Merci Manon. Josiane. Oui, ben peut-être juste ajouter qu'effectivement, les organisations n'ont pas toutes les réponses. Puis nous, ben les chercheurs, on est là pour trouver des réponses à des questions. Donc, on a des professeurs, notamment en ressources humaines, en gestion des ressources humaines, là, qui ont des centres de recherche là sur le présentéisme, la santé mentale au travail, la bienveillance et tout ça. Donc, Caroline Biron, Marie-Ève Dufour, Julie Destras-Gauthier, qui, pour la plupart, sont membres aussi du Centre de recherche en TI et affaires parce qu'ils voient beaucoup de liens entre, justement, le transformation numérique, santé mentale et tout ça. Donc, suivez-nous, puis on va continuer à faire des recherches là-dessus. Puis, vous pouvez même nous approcher si vous avez des questions, puis si on peut y répondre, ben tant mieux. Super, merci Josiane, merci à toutes pour vos réponses. Puis pour rebondir, j'étais l'année dernière dans le comité, il y avait même des comités de santé, de veille sur la santé psychologique et mentale qui se sont vus naître. Puis c'était le cas à FSA, Université Laval, puis là où effectivement la professeure Caroline Biron était là pour faire partager justement ses connaissances, ses résultats de recherche sur l'importance de concilier, aider ces employés-là en temps de crise, de gérer tout le lot de stress que cela apporte avec les changements et tout. Donc, c'est tant mieux que de voir que les dirigeants puis les organisations ont pu aussi assurer ces accommodements-là. Puis ça aussi, ça explique à quel point ça explique la productivité qui augmente, en fait. Si on a des constats, des métriques qui démontrent que on a une belle productivité, ça va dans le même sens que la santé mentale et psychologique est bonne aussi. Fait que ce sont de bons indicateurs. Alors, je vous remercie beaucoup pour vos questions, pour vos réponses plutôt, pour tous les conseils, les recommandations. On a beaucoup d'interactions ici des employés pour vous remercier vraiment pour l'apport que vous avez aujourd'hui apporté, la vision, l'importance des compétences, des soft skills, mais aussi des autres compétences dont les futurs employés devraient acquérir. Donc, je pense que le message a été bien reçu aujourd'hui, puis les éléments clés ont été bien marquants pour nos étudiants, nos invités. Donc, je laisserai la parole à lui, André Marceau, pour la fin aussi. Allez-y, lui, André. Merci, Amal. Merci à tout le panel. En fait, je vais prendre au mot, il y a un sympathique jeune homme là, qui est inscrit sur le chat de profiter des e-kiosques. Manon nous a dit qu'il y avait beaucoup d'ouverture de la part des employeurs. Moi, je l'observe. J'ai des amis étudiants qui ont étendu leur bac sur une année de plus, qui sont maintenant des travailleurs à temps plein, étudiants à temps partiel, mais avec leur employeur qui accommode leur horaire, leur période d'examen, et même dans certains cas, les frais d'inscription. Puis en fait, ce que je vois qui a changé beaucoup dans les dernières années, on avait des employeurs des fois qui cherchaient à dire aux étudiants laisse faire ça, t'en sais assez, puis viens travailler avec moi. Puis ça, c'est la pire chose que je me suis déjà battu contre ça. Mais maintenant, on a vraiment des employeurs qui sont commis au développement des compétences, au succès des employés, puis qui disent, ben, on va t'accompagner. Elsa l'a dit tantôt dans l'entrevue qu'on avait ensemble. Fait que profitez de la période de kiosque. Moi, j'ai une énorme confiance en la relève. J'ai la chance d'être un peu la mascotte des technologies, faire le tour des programmes. Et ça fait sourire Isabelle quand je dis ça, mais c'est vraiment ce que j'observe. Puis on vous attend. Les entreprises sont prêtes à vous accueillir à bras ouverts, un peu comme Isabelle le disait tantôt, sachant fort bien qu'il reste encore des choses à compléter dans votre parcours d'apprentissage, mais sachant surtout que votre créativité, votre énergie, votre enthousiasme, votre dynamisme va être contagieux dans l'entreprise, puis que ça va nous amener ailleurs. Fait que c'est gagnant-gagnant dans ce sens-là. Fait que moi, ça complète ma partie. Je vous remercie les gens de l'Université Laval puis les gens de l'UQAR d'avoir mis ça en place. J'espère qu'on aura une suite l'an prochain à un GTA Talent 2e année.
Puis vraiment, les étudiants, prenez le temps d'aller rencontrer les entreprises. C'est le temps de le faire, ils sont là pour vous. Super, merci beaucoup Louis-André, merci à vous tous, à toutes pour votre participation, pour votre contribution à cet événement. Éventuellement, on souhaiterait éventuellement garder cette belle tradition de faire l'événement Talent GTA Québec, peut-être l'élargir en collaboration avec d'autres écoles d'administration, universités du Québec. Ben, je vous remercie beaucoup. Je vous invite à aller pour les étudiants consulter les e-kiosques et je vous souhaite une bonne fin de journée. Merci. En fait, je vais rajouter un seul commentaire, Amal, que je trouve extrêmement positif de voir Josiane avec nous, l'Université Laval et l'UQAR travailler ensemble, mais aussi les entreprises. Je pense qu'on a un écosystème extrêmement dynamique et unique à Québec. On est tous là pour une cause commune, puis faire avancer le plus rapidement possible nos compétences. Je pense que ça va démarquer notre région dans les années à venir. Super, merci beaucoup Louis-André. Effectivement, cet écosystème est unique, puis on est heureux d'être réunis aujourd'hui. Puis cet événement, on est la preuve aussi de dire à quel point il y a une synergie entre les différents milieux académiques, professionnels, mais aussi on est très heureux de collaborer ensemble pour tenir cet événement. Merci à tous, bonne fin de journée. Merci, au revoir. Merci. Au revoir. Merci. Au revoir. Au revoir. Au revoir. On t'entend pas? Est-ce qu'on est... Bravo, félicitations, bravo. Merci. Ça nous dit live en encore. direct. On est encore en direct.